Bien-aimé auditeur de Une parole pour toi, je suis très heureuse de te retrouver encore ce midi pour poursuivre dans notre série Mieux se connaître pour mieux s'aimer. Et comme je l'ai annoncé la semaine dernière, nous allons entamer le sous-thème concernant les tempéraments. Comment connaître le tempérament de son conjoint pour pouvoir mieux répondre à ses besoins et mieux l'aimer. Je voudrais, avant de prier, saluer tous ceux qui sont fidèles à cette émission, ceux qui se manifestent, mais aussi tous les fidèles silencieux. Je ne vais pas vous demander de partager le direct et de mettre les cœurs, mais ça encourage toujours. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour vous tous qui suivez fidèlement, qui partagez à vos amis. Que le Seigneur vous bénisse parce que je sais que ce qui est dit là peut faire du bien à beaucoup de personnes. Nous allons prier. Seigneur, je voudrais te bénir encore pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver ensemble autour de ta parole, autour de tes enseignements. Je prie que ce sous-thème que nous allons entamer aujourd'hui puisse faire du bien à de nombreux couples, mais au-delà des couples, puisse faire du bien des familles, puisse faire du bien à tous les hommes et les femmes qui ont des relations avec d'autres hommes et femmes, et que cela contribue à développer notre amour les uns pour les autres sous toutes ses formes. Béni sois-tu parce que tu diriges toutes choses par ton esprit maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, nous allons commencer par des généralités. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le dur. La semaine prochaine, on va commencer à décortiquer chaque tempérament avec des exemples tirés de la Bible, mais aussi peut-être des profils que je vais partager. En tout cas, je verrai comment le Saint-Esprit va me diriger, mais à partir de la semaine prochaine, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de quelques généralités. C'est quoi un tempérament? Quelle est la différence entre tempérament, caractère, personnalité? Aussi, comment on identifie les tempéraments? Il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais partager avec vous une seule méthode, celle qui me semble la plus simple et la plus facile à s'approprier, mais il y a beaucoup de méthodes. Vous savez, vous qui cherchez du travail, parfois vous passez des tests de personnalité, tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Donc, la première chose qu'il faut dire, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire encore, il est important de comprendre les tempéraments et donc d'abord soi-même, son propre tempérament pour pouvoir résoudre certains des problèmes que nous avons. Il y a beaucoup qui ont des problèmes avec eux-mêmes. Avant d'avoir des problèmes avec d'autres personnes, on a parfois des problèmes avec nous-mêmes. On a tendance peut-être à ne pas s'aimer, à ne pas aimer certains aspects que l'on voit en nous, à se dire qu'on n'est pas une bonne personne, tout ça. Donc comprendre déjà même la notion de tempérament et comprendre son tempérament va nous aider dans un premier temps à régler ce problème. Et quand on se connaît bien, c'est plus facile d'aller vers les autres, de connaître les autres et d'avoir des relations harmonieuses avec les autres. Deuxièmement, comprendre les tempéraments va nous rendre plus tolérants vis-à-vis de notre entourage et de nos relations d'une manière générale, et particulièrement dans le couple. Comprendre le tempérament de l'autre, voir pourquoi dans telle ou telle situation il réagit de telle ou telle manière, va te rendre un peu plus tolérant, normalement, par rapport à cette personne. Parce que si tu ne comprends pas son tempérament, si tu ne sais même pas que, il y a des tempéraments, tu vas te dire, mais pourquoi elle se comporte de telle ou telle manière? Mais le fait de connaître les tempéraments va aider et je suis sûr que ça va améliorer les relations d'une manière générale, mais particulièrement les relations dans le couple. Une chose importante qu'il faut dire avant de continuer, c'est qu'il n'y a pas de tempérament parfait. Parce que certains, quand on fait les tests avec eux, on dit tu es colérique. Bien, moi colérique. Non, je ne suis pas colérique parce qu'on se dit un tempérament colérique, ce n'est pas un bon tempérament. C'est faux. Il n'y a pas de bon tempérament. Il n'y a pas de tempérament idéal. Ce qu'il y a, c'est que chaque tempérament a ses forces et ses faiblesses ou ses limites. Donc quand on se connaît, on connaît les qualités en quelque sorte, les forces de notre tempérament,
mais aussi on connaît les limites, les défauts. En général, vous savez que on a toujours les défauts de nos qualités. Quelqu'un qui est, je sais pas, très ouvert, très gai, très ami, bon, en général, ce sont des gens qui manquent de profondeur. Quelque part, les relations peuvent être... Donc, tout ça, c'est-à-dire qu'on a des qualités, en tant qu'on a tel ou tel tempérament, on a des qualités, et ça, c'est quelque chose qu'il est important de connaître, parce que ça nous permet d'asseoir notre tempérament. Mais ensuite, il y a des faiblesses qui font que on doit les travailler pour pouvoir devenir quelqu'un de mûr. La maturité dans le caractère, le mot maturité est un mot qu'on emploie beaucoup dans le cadre spirituel, mais c'est vraiment ça. Donc il faut travailler les limites de son tempérament pour devenir quelqu'un de mature. Donc il n'y a pas de mauvais tempérament, il n'y a pas de bon tempérament. Le tempérament idéal n'existe pas. Ce qui est idéal, par contre, et qui est parfait, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Et donc, il faut comprendre le plan de Dieu pour notre vie et chercher à être vraiment la personne que Dieu a décidé que nous soyons. Je voudrais lire rapidement le psaume 139, verset 14, qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Nous sommes des créatures merveilleuses. Tu es une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Et Dieu nous a merveilleusement créés. Dans la version de la Bible en anglais, on dit Dieu nous a merveilleusement créés d'une manière effrayante. C'est ce que ça dit. D'une manière qui fait peur. Donc tu as été merveilleusement créé. Et donc, en fait, la perfection que tu dois viser, c'est cette perfection que Dieu a mis en toi quelque part. Et tu dois chercher à être celui que Dieu veut que tu sois. Et non pas dire, bon, par exemple, moi j'ai tel tempérament, mais mon tempérament ne me plaît pas. Comme parfois on dit, j'ai tel corps, mais mon corps ne me plaît pas, ma taille ne me plaît pas, ma forme ne me plaît pas. Dieu t'a créé d'une manière merveilleusement effrayante. Donc, qui sommes-nous? Je voudrais, on ne va pas lire beaucoup de versets aujourd'hui, mais je voudrais, avant qu'on ne poursuive, qu'on lise, le Romains 7, 18 à 20, qui va nous donner une certaine indication sur ce que nous sommes. Romains 7, 18 à 20 dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes le moi. Donc, l'âme. Ce qu'on appelle la personne. C'est pas personne. Quand je dis mon moi, c'est ma personne, c'est moi. Et puis, d'après ce que nous venons de lire, il y a moi et puis il y a le péché qui habite en moi. Donc, il y a moi et puis il y a le péché qui habite en moi. Et les mots que la Bible, le péché qui habite en moi, c'est ce que on peut considérer comme étant notre faiblesse naturelle que nous avons héritée, comme tous les êtres humains de nos parents et que nos parents ont hérité de leurs parents. En fait, la nature de péché qui est entré dans le monde au travers d'Adam, c'est ce péché-là qui habite, en quelque sorte, qui cohabite avec moi, en moi. Et la Bible utilise plusieurs mots pour qualifier le tempérament. Vous allez me dire, je n'ai jamais vu le tempérament dans la Bible. Mais selon la Bible, c'est quoi le tempérament? C'est l'homme naturel, c'est la chair, c'est le vieil homme. Ce sont les mots qu'on utilise pour décrire le tempérament. L'homme naturel, la chair, le vieil homme. Ce sont les mots bibliques pour désigner le tempérament. Mais avant de poursuivre et comprendre comment notre tempérament peut contrôler
à la fois nos actions et nos réactions, nous avons besoin de faire la part des choses, de définir les choses pour ne pas se mélanger. C'est quoi un tempérament? C'est quoi un caractère? C'est quoi une personnalité? Ce sont des mots qu'on emploie. Tout à l'heure, quand je vais parler des tests, certains tests, ce sont des tests de personnalité, d'autres tests, ce sont des tests de caractère. Mais là, ce sont des réalités différentes. Tempérament, c'est différent. Caractère, c'est différent. Personnalité, c'est différent. Donc, je vais essayer de partager avec vous maintenant quelles sont ces différences. La première chose, pour définir le tempérament, on peut dire que le tempérament, c'est la combinaison de traits innés. Innés, c'est-à-dire hérités de nos parents et de nos grands-parents, de nos ascendants en fait. Et ces traits innés, donc, qui se transmettent par les gènes, c'est quelque chose de génétique, conditionnent le comportement d'une personne. Et ça, ce conditionnement se fait au travers de ce qu'on appelle le subconscient. Donc c'est ça. Le tempérament, c'est la combinaison de traits innés, donc hérités génétiquement de nos ascendants, donc parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et qui vont conditionner notre comportement. Et ces traits qui sont génétiques sont organisés, on peut dire, sont organisés aussi par rapport à la race, par rapport au sexe, par rapport à d'autres facteurs. Tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Parce que quand on apprend que notre tempérament est lié à notre race, ça choque un peu. Mais tout à l'heure, quand je vais revenir là-dessus, vous allez voir que ça peut se comprendre. Au sexe, ça, je pense qu'on est habitué. Après les 2 dernières séances, on a parlé vraiment de la différence entre les sexes. C'est vrai que le tempérament, on peut avoir le même tempérament. Donc, par exemple, être tous deux colériques, mais parce qu'on est un homme, parce qu'on est une femme, il y a des différences dans nos comportements. Et donc, le tempérament, c'est pas quelque chose, comment je peux dire, c'est aussi imprévisible que, par exemple, la couleur des yeux. Bon, c'est vrai que chez nous, les Africains, il n'y a pas tellement de différence de couleur des yeux. On a tous plus ou moins les yeux marrons, un peu plus clairs chez d'autres, mais marron ou noir. Mais chez les blancs, par exemple, c'est pas parce qu'un père, deux personnes ont les yeux noirs qu'ils ne vont pas donner naissance à un enfant qui a les yeux bleus. Peut-être parce qu'il y avait un arrière-grand-parent qui avait les yeux bleus. On voit même souvent chez les métis, les personnes qui sont mariées avec des métis à la 2e ou à la 3e génération, un enfant peut être tout noir et l'autre est tout blanc. Donc c'est imprévisible, c'est pas quelque chose que le père ou la mère peuvent arranger pour dire bon, moi je vais donner naissance à un enfant qui a tel tempérament. Donc non, la combinaison de ces traits-là est imprévisible. Ça ne dépend pas de nous. C'est pour ça que en tant qu'enfant de Dieu, on doit considérer qu'on a été merveilleusement créé, et en sachant que cette créature merveilleuse de Dieu a le péché qui cohabite en lui, c'est maintenant de travailler son tempérament pour que tout ce qui est négatif, tout ce qui est faiblesse dans ce tempérament puisse disparaître, pour que nous ayons maintenant le vrai tempérament que Dieu nous a donné, cette personne merveilleuse que Dieu a créée à l'origine. Ça, c'est le tempérament. Donc, combinaison de traits innés et qui, au travers de notre subconscient, conditionnent notre manière de nous comporter. Et ces traits-là, nous les héritons de nos ascendants. Certains psychologues disent même qu'on hérite plus de nos grands-parents que de nos parents directement. Ça, je ne sais pas si c'est une théorie qui est prouvée, mais bon, voilà. Donc, parce que tu peux dire, par exemple, je suis colérique, mais mon père n'est pas colérique, ma mère n'est pas colérique. D'où vient-il que j'ai hérité ce tempérament? Ça peut remonter plus loin. Deuxième élément, deuxième point, c'est le caractère. C'est quoi le caractère? On peut dire que le caractère, c'est ton vrai moi. Le tempérament, c'est tout ce que tu as reçu de manière innée au travers des gènes de tes ascendants, mais le caractère, c'est le vrai moi. Le terme qui est souvent utilisé dans la Bible pour caractériser le vrai moi, c'est l'homme intérieur.
Et le caractère, c'est le produit de ton tempérament naturel, donc tempérament que tu as hérité de tes parents, qui est inné. Mais le caractère, c'est la modification qu'apporte l'éducation que tu as reçue quand tu étais enfant, la formation que tu as, formation intellectuelle. Ça peut être aussi modifié par tes attitudes, tes croyances, tes motivations, tes principes. Donc, c'est le caractère, c'est le tempérament inné qui est modifié par des choses qu'on appelle acquises. L'éducation, c'est quelque chose qu'on te donne. L'éducation en tant qu'enfant, c'est quelque chose qu'on te donne. L'éducation intellectuelle, c'est quelque chose qu'on te donne. C'est quelque chose, donc, c'est l'acquis. L'inné vient être modifié par l'acquis qui va donner maintenant ton caractère. Et on peut dire que, bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce caractère, il y a ce qu'on appelle aussi l'âme, qui est le siège de l'intelligence, le siège des émotions, le siège de la volonté. Donc ça, c'est toi, c'est ton moi, c'est ton homme intérieur, c'est ton âme. L'âme, c'est dans l'âme que s'exerce la volonté, l'intelligence et les émotions. Donc ça, c'est l'acquis qui vient modifier l'inné qui est le tempérament pour donner le caractère. Et donc, troisième chose, la personnalité. Ça, c'est ce que je montre de mon caractère. C'est l'expression extérieure de mon caractère qui est ma personnalité. Donc, quand on est authentique, c'est-à-dire quand on révèle aux autres ce qu'on est réellement, il n'y a pas de différence entre le caractère et la personnalité. Mais vous savez comme moi que souvent l'être humain est tortué par-dessus tout. Donc comme on a un caractère peut-être dont certains aspects ne nous plaisent pas, on cache. Et notre personnalité peut ne pas refléter exactement quel est notre caractère. Donc on a un caractère, on a des choses qui nous caractérisent, parce que c'est ça le principe de caractère, mais ce n'est pas tout ce qui nous caractérise qu'on révèle aux autres. Et plus on manque d'authenticité, moins notre personnalité va coller réellement à notre caractère. On peut dire que la personnalité, lorsqu'on n'est pas authentique, la personnalité c'est la façade. Et puis le caractère c'est ce qu'il y a vraiment derrière la façade. Et en général, quand on n'est pas authentique, c'est qu'on a des choses à cacher et que ce qui est derrière la façade n'est pas tout à fait aussi agréable que la façade. Donc la façade, c'est la vitrine. Quand on rentre dans un magasin, on fait la vitrine de façon à attirer le client. Donc en tant qu'être humain, notre personnalité, c'est notre vitrine. C'est ce qu'on fait pour attirer les autres. Et en général, quand on n'est pas authentique, quand la personne commence véritablement à nous découvrir dans la relation, il peut trouver que derrière ce qu'on lui a montré de notre personnalité, il y a un caractère qui n'est pas tout à fait montrable ou agréable. Donc c'est un peu ça. Donc si je veux résumer, je peux dire que le tempérament, c'est tout ce qui est inné, ce sont les traits innés. Le caractère, on peut dire c'est notre tempérament civilisé, parce qu'il y a des acquis qui sont venus nous corriger certaines choses, l'éducation, tes principes, ta motivation, ce en quoi tu crois, les croyances, etc. vont venir modifier ton tempérament de base. Donc c'est ce qui est appris. On peut dire que le caractère c'est ce qui est appris. Et puis maintenant, la personnalité c'est ce qui est révélé, c'est ce que nous montrons aux autres. Donc l'inné tempérament, l'acquis le caractère et le révélé la personnalité. Donc ça c'est important de comment je vais dire, de garder à l'esprit ces trois éléments quand nous allons parler de tempérament. Parce que certaines personnes qui ne se connaissent pas bien ou qui ne savent même pas, peut-être qu'elles manquent d'authenticité, vont dire non. Peut-être j'ai fait le test, voilà, le test dit que mon tempérament de base, par exemple, c'est colérique, mais moi, je ne me reconnais pas comme étant un colérique. Mais ça peut être simplement parce que
ce que ton caractère est venu corriger certaines choses, ça c'est de un. Et de deux, ça peut être ta personnalité qui n'est pas tout à fait ce que tu montres ou bien ce que tu veux montrer ou bien ce que tu estimes être montrable n'est pas en réalité ton vrai caractère ou ta vraie personnalité. Ça, on peut voir par exemple, il y a des gens qui sont fondamentalement introvertis, mais qui, de par l'éducation, de par l'acquis, peuvent arriver à donner une image de quelqu'un qui est extraverti. Alors que quand vous allez bien les connaître, quand vous allez bien les fréquenter, vous allez voir parce que dans certaines circonstances, ce qu'il a appris à cacher va remontrer le bout de son nez. Donc lui, il peut révéler qu'il est un extraverti alors qu'en réalité, il est un introverti. Donc ça, c'est bon, c'est juste un exemple pour illustrer. Donc je disais tout à l'heure que le tempérament est reçu génétiquement de ses ascendants. Mais il y a des facteurs qui influencent le tempérament. Donc j'ai parlé de la nationalité, de la race. Vous savez que on dit par exemple que les Asiatiques sont très travailleurs. Et bon, ça, quelqu'un qui est asiatique et qui hérite de ses parents un tempérament, le fait que son peuple d'une manière, ou bien sa race d'une manière générale, est d'une certaine manière, ça va influencer son tempérament. Il peut avoir le même tempérament que quelqu'un qui appartient à un peuple qui n'est pas travailleur. Donc il y aura des différences. Donc ça aussi, il faut garder ça à l'esprit. Le sexe, comme je l'ai dit, ça c'est clair. On sait ce que j'ai dit les semaines passées, que généralement, les femmes montrent leurs émotions plus facilement que les hommes. Une femme, par exemple, même les femmes qu'on dit dures, bon, dans certaines circonstances, elles pleurent. Mais c'est rare de voir des hommes vraiment pleurer. Ce sont des généralités, certes, mais voilà. Ça par exemple, le sexe, et il y a d'autres choses. À ce propos, la semaine dernière, j'ai oublié de vous parler d'un livre que si vous pouvez le lire, va vraiment vous aider dans tout ce qui est différence entre les sexes. C'est le livre de, je ne sais plus si c'est, j'oublie le nom de l'auteur, mais c'est Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Le nom de famille c'est Gary, mais j'oublie un peu le prénom. Si vous êtes intéressé, en tout cas cherchez ce livre-là. Il décrit la différence entre les sexes vraiment d'une manière très intéressante, parce que c'est comme le postulat, c'est que les hommes viennent d'une planète, les femmes viennent d'une autre planète. Et sur ces deux planètes, les comportements sont complètement différents. Les réactions sont complètement différentes. Et donc, quand une femme de Vénus et un homme de Mars se rencontrent, ça crée des étincelles s'ils n'arrivent pas à se comprendre parce que on ne réagit pas sur Mars comme on réagit sur Vénus. Donc c'est un livre très intéressant. Peut-être que par la suite, si vous êtes intéressé par tout ce qui est différence entre les sexes pour approfondir, on pourra revenir sur ce livre-là et l'étudier un peu ensemble. Je ferme la parenthèse. Donc, le sexe affecte les tempéraments. Donc, ce qu'il faut noter aussi, c'est que effectivement, on peut contrôler son tempérament. Tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que on ne change pas de tempérament au cours d'une vie. On peut développer le tempérament qu'on a. On peut améliorer le tempérament qu'on a. On peut travailler le tempérament qu'on a. Mais on ne change pas de tempérament durant toute la vie. De manière naturelle, bien entendu, l'âge peut faire que les angles un peu rudes, durs d'un tempérament peuvent s'adoucir. Parce que, bon, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc, si tu as vu que certains traits de ton caractère te créent des problèmes dans tes relations, tu as cherché un peu à arrondir les angles, comme on dit. Mais tu ne vas pas changer de tempérament. Ce n'est pas possible. On peut difficilement changer de tempérament. Par contre, quand on est de nouveau, ce n'est pas qu'on change de tempérament, mais le
le Saint-Esprit qui vient habiter en nous va faire un travail dont l'objectif est de nous faire ressembler à Jésus. Et en ressemblant à Jésus, on peut dire en quelque sorte qu'on a changé de tempérament parce que on peut gommer, effacer, grâce à l'aide du Saint-Esprit, tellement les faiblesses de nos comportements qu'on peut finalement se retrouver à ressembler à un autre tempérament qui n'est pas notre tempérament de base. À, disons, avoir les qualités des autres tempéraments qui ne sont pas forcément notre tempérament de base. Je vais prendre, peut-être que tout ça là, ça paraît un peu théorique pour le moment, mais vous allez le comprendre par la suite. Mais je vais illustrer aujourd'hui par un exemple. Les flegmatiques, ce sont des personnes qui sont très calmes, qui sont d'humeur égale, qui font vraiment de bons amis. Je crois que j'en ai déjà parlé. Mais ce qui manque le plus à un flegmatique, si on veut revenir au fruit de l'esprit, ce qui lui manque le plus, c'est l'amour. C'est la capacité à aimer, à se dépasser pour les autres, à aller au-delà, à accepter de perdre sa tranquillité, sa quiétude, son confort pour aller au secours de quelqu'un d'autre. Ça, c'est ça qui lui manque. Si vous avez un flegmatique ou une flegmatique pour ami, si vous l'appelez à 2 heures du matin pour vous dire que vous avez un problème, elle ne va pas venir à 2 heures du matin. Elle va dire, bon, j'ai compris, on en parle demain matin. Alors que d'autres tempéraments, comme les sanguins, les mélancoliques, qui ont un peu plus d'empathie, sont capables de quitter leur lit à 2 heures du matin pour aller au secours d'un ami qui les a appelés. Une flegmatique ou un flegmatique, jamais. De manière naturelle. Maintenant, quand ce flegmatique ou cette flegmatique naît de nouveau et qu'elle sait que l'un des fruits, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour, et qu'elle se laisse transformer par le Saint-Esprit, elle peut pouvoir, à ce moment-là, devenir une flegmatique toujours, mais qui sait aimer les autres et les aime vraiment. Qui sait aimer Dieu et l'aime vraiment. Parce que le tempérament a été transformé, la transformation peut faire que on se dit que ce n'est pas le même tempérament, mais en fait, c'est le même tempérament dans le sens où vous gardez les qualités de votre tempérament que vous avez de manière unique, mais avec l'aide du Saint-Esprit, au travers de la nouvelle naissance et de la puissance que donne Jésus lorsqu'il vient habiter en nous, vous pouvez devenir quasiment une autre personne. C'est pas quasiment, c'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, la personne nouvelle que vous devenez à l'image de Christ peut ressembler à quelqu'un dont le tempérament a changé. Mais en fait, le tempérament a été transformé. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette introduction. Donc, on va parler maintenant des différents types de tempéraments. Mais aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les types de tempéraments que moi je vais vous présenter. Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour détecter, pour identifier les tempéraments de quelqu'un. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les deux méthodes. Et la semaine prochaine, je vais vous présenter la méthode que moi je veux partager avec vous. Et on pourra aller de là. La première méthode, l'une des méthodes qu'on utilise pour justement analyser les tempéraments, c'est ce qu'on appelle l'analyse de Taylor-Johnson. Donc c'est une méthode qui a été développée en 1941 par un homme du nom de Roswell Johnson. Et cette méthode utilise 9 traits de caractère qui sont mesurés pour identifier les différents types de tempéraments. C'est un peu, moi j'aime pas cette méthode, elle est un peu complexe, mais c'est une méthode qui est utilisée beaucoup, pas beaucoup, qui est quand même utilisée pour pouvoir identifier les tempéraments individuels ou bien collectifs, ou voilà.
Donc, les 9, je vais partager avec vous rapidement les 9 traits de caractère qui sont mesurés justement pour classer les gens en fonction de leur tempérament selon la méthode de Taylor Johnson. D'abord, il y a le premier trait de caractère, c'est est-ce que la personne est nerveuse ou bien elle est calme. Deuxièmement, est-ce que la personne est déprimée ou insouciante. Troisièmement, est-ce que la personne est un actif social ou un introverti. Quatrièmement, est-ce que la personne est expressive, spontanée ou inhibée. Cinquièmement, est-ce que la personne est compatissante ou indifférente. Sixièmement, est-ce que la personne est subjective ou objective. Septièmement, est-ce que la personne est dominante ou soumise. Huitièmement, est-ce que la personne est hostile ou tolérante. Et enfin, 9, est-ce que la personne est disciplinée ou impulsive. Donc ça vraiment, je cite ça à titre simplement informatif. Ce n'est pas cette méthode ou bien sûr cette classification des tempéraments que nous allons voir. La méthode que je propose d'étudier, elle est vraiment simple et je pense que ça fait peut-être une quinzaine d'années que j'ai découvert cette méthode et pour moi, elle est la meilleure. Mais je vous présente les autres méthodes. La deuxième méthode d'analyse des tempéraments, c'est ce qu'on appelle le MBTI. Myers-Briggs Type Indicator. C'est une méthode qui identifie ce qu'on appelle un indicateur de personnalité. Ce sont des méthodes qui sont beaucoup utilisées dans le monde professionnel, surtout dans les pays anglo-saxons, mais aussi c'est une méthode qui est suffisamment complexe et qui nécessite vraiment des professionnels pour analyser la personnalité et le tempérament. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui est indiqué pour la vie de tous les jours. Parce que dans cette méthode, on répartit les individus en 16 grands groupes par l'identification de 4 grands critères sur lesquels on classe les personnes. Donc 16 grands types de personnalités par rapport aux 4 que nous allons étudier dans le cadre de la méthode que je propose. Donc les 4 éléments qu'on mesure, qu'on identifie dans le cadre de cette méthode, c'est d'abord l'orientation de l'énergie. Est-ce que la personne est extravertie ou introvertie? Je crois que j'avais déjà partagé à ce sujet pour dire que les introvertis, c'est ceux qui trouvent leur énergie en eux-mêmes. Les extravertis, c'est ceux qui trouvent leur énergie à l'extérieur. Donc l'orientation de l'énergie est une des choses qu'on mesure. Ensuite, on mesure le mode de perception. Est-ce que la personne perçoit les choses par sensation ou par intuition? Troisième élément, quels sont les critères de décision de la personne? Est-ce que la personne est plutôt portée sur les pensées ou plutôt sur les sentiments? Et enfin, quatrième élément, le style de vie. Est-ce que la personne, c'est une personne qui est plutôt dans le jugement ou dans la perception? Et donc, en combinant ces 4 éléments, on arrive à identifier 16 grands types de personnalités. Et après ça, on peut dire quels sont les points forts, les points. Là aussi, c'est une méthode dans laquelle il n'y a pas de personnalité idéale. On peut, disons, en connaissant sa personnalité, on a les points forts, les points faibles, les limites, et ça permet justement de pouvoir se connaître d'abord et interagir avec les autres. Donc moi, la méthode que je vais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle la méthode des 4 tempéraments. Et cette méthode remonte à très loin puisqu'il est dit que Hippocrate, qui est un médecin de je ne sais plus quel siècle, avait déjà identifié ces 4 tempéraments mais avec des noms différents. Nous allons y revenir la semaine prochaine. Mais ces 4 tempéraments, c'est les tempéraments sanguins et colériques qui correspondent aux personnes qui sont extraverties et les tempéraments flegmatiques et mélancoliques qui correspondent aux personnes qui sont extraverties. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là.
comme je l'ai dit, la semaine prochaine, nous allons rentrer dans le dur en prenant chaque tempérament et en décortiquant ce qu'il y a dedans. Quelles sont les qualités et les limites de tempérament. Je vous assure, quand vous maîtrisez, après, quand vous maîtrisez ces tempéraments, c'est très facile quand vous voyez quelqu'un de dire c'est un colérique, c'est une phlegmatique, c'est un sanguin ou c'est un mélancolique. Vous avez les grandes lignes et c'est très intéressant et ça permet vraiment de comprendre l'autre, de comprendre ses réactions et d'être tolérant et d'être empathique pour aider, surtout dans le cas de la famille, parents, enfants ou dans le couple, pour aider l'autre justement à se laisser transformer par le Saint-Esprit pour surmonter ses limites, pour vaincre ce péché qui habite en nous et qui nous empêche de faire ce qu'on a bien envie de faire, qui nous empêche de plaire à notre Dieu. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cette occasion que tu nous donnes encore de parler à tes enfants. Comme nous l'avons dit, nous voulons vraiment mieux nous connaître, mieux connaître les autres pour pouvoir mieux l'aimer. Au-delà du couple, qui est notre principale préoccupation, cela peut servir aussi à toutes les relations que nous pouvons avoir entre frères et sœurs, dans l'église, dans la famille, même au travail, entre collègues. Cela peut être vraiment des éléments qui nous font nous apprendre à tolérer les autres, à avoir des relations harmonieuses avec eux, parce que nous savons ce qui il y a derrière les actes qu'ils posent, ce qui les motive, ce qui les amène à se comporter de telle ou telle manière. Merci Seigneur pour cette émission de ce jour. Merci de nous avoir bénis tous ensemble. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité au nom de Jésus. Amen. Je rappelle à tous ceux qui veulent connaître leur tempérament que j'ai un test qui peut les y aider. Donc si vous souhaitez avoir le questionnaire à remplir, écrivez à une parole pour toi 225@gmail.com et on vous enverra le questionnaire. Que le Seigneur vous bénisse.